Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau webinaire organisé par Calibrite avec l'aide de l'UMESCA. Ce soir, et vous l'avez déjà vu, mais j'ai décidé d'inviter Antonio Gaudencio parce que ce soir, on va parler de précision des couleurs en photographie. Alors, Antonio se présentera un tout petit peu, mais d'abord, je réexplique pour les nouveaux venus comment fonctionne ce type de webinaire. Alors, pendant que je parle, n'hésitez pas à nous dire si le son et l'image sont de qualité correcte pour vous. Vous nous faites un petit retour avec l'outil de chat que vous avez dans le webinaire. Le webinaire, il va se passer en deux parties ici ce soir. La première, la présentation d'Antonio. J'ai d'abord une question que je vais lui poser. Ensuite, il nous a préparé une vidéo qui est un vrai tutoriel qui est très intéressant. Il rajoutera des éléments. On fera une toute petite pause puisque je vous ferai une news sur les nouvelles sondes Calibrite. Et pour finir, on terminera par une session questions-réponses où vous pourrez interagir directement avec Antonio. Voilà. Mais je te propose de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Antonio, en quelques mots, et puis ensuite je te poserai cette fameuse question. Alors bonjour à toutes et tous, très heureux de me retrouver pour une nouvelle session avec en compagnie bien sûr de Hervé sur un thème que je considère très important, la précision des couleurs en photographie. Alors, je suis donc Antonio Gaudencio, je suis photographe professionnel et retoucheur professionnel aussi depuis maintenant 35 ans. C'est vrai que j'ai la chance de faire ce métier autour de l'image depuis de nombreuses années. Je me considère plus comme un professionnel de l'image puisque j'interviens en tant que photographe, auteur dans l'édition de livres, de tirages d'art, expositions. Donc, je participe à pas mal d'expositions d'art. Et en parallèle de ça, j'ai une activité donc liée directement à mon ancienne activité puisque j'étais anciennement photographer. Et pendant de nombreuses années, j'étais donc expert en retouche numérique. C'est-à-dire que pendant quasiment 17 ans, j'ai été analyste photo et responsable de qualité image pour des studios, des groupes, etc. Et depuis maintenant 7 ans, je crois que ça fait 8 ans au mois de janvier, j'ai décidé à l'époque, donc il y a maintenant presque 8 ans, c'est ça, j'ai pris la décision de quitter toute cette activité parisienne en tant que responsable qualité image pour des agences de publicité, etc., pour changer de vie et en fin de compte vivre différemment et me resserrer un peu plus sur, me reconcentrer un peu plus sur ce que j'ai toujours aimé, la photographie. Et donc depuis maintenant 7 à 8 ans, je suis photographe de voyage, spécialité en paysage, nature et urbain, ce qui me permet donc d'éditer des livres, etc. Et en parallèle, j'ai le grand plaisir depuis maintenant presque 7 ans de former, pardon, de former donc des passionnés de photographie qui veulent monter en compétences et qui veulent profiter de mon expérience donc acquise toutes ces nombreuses années pour donc améliorer leur production d'images, que ce soit une production photographique, donc liée carrément à l'envie peut-être de préparer des expositions, des beaux tirages d'art, de s'émanciper, pas forcément professionnellement, mais en tout cas dans un loisir très enrichissant, et en même temps d'accompagner des gens qui ont vraiment envie d'aller vers des métiers de retoucheur, puisque c'est ma spécialité, je suis expert en retouche numérique, et de les accompagner pour les monter en compétences, et c'est pour moi le plus grand des plaisirs. Et c'est pour ça que régulièrement avec Hervé, et donc et à travers aussi la marque Calibrite, on fait des interventions pour vous guider, enfin tant qu'on peut vous guider vers vos choix techniques, car c'est très important et un des thèmes très importants encore une fois. Et c'est le thème de ce webinaire, c'est l'importance de bien comment dire, le terme c'est plutôt d'avoir cette garantie de fidélité, puisqu'on peut avoir envie de raconter une histoire, on peut avoir envie de proposer un univers, une signature, puisque j'ai la chance entre guillemets d'être reconnu par mon travail photographique. Il paraît, apparemment c'est ce qu'on me dit souvent, que j'ai un univers qui est reconnu. Et donc, mais tout ce travail d'exigence, de recherche perpétuelle, et aussi l'envie tout le temps d'aller un petit peu plus haut dans son expertise, ça demande beaucoup de temps. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être sûr, et ça c'est important tout au long du parcours d'une photo, d'être sûr que la maîtrise, en tout cas la maîtrise qu'on donne à nos images, soit vraiment assez, on va dire, assez bien gérée pour garantir, encore une fois, de la prise de vue à l'impression photo, puisque je fais partie de cette génération de photographes qui milite pour le fait qu'il faut imprimer nos photos. C'est le but pour moi, en tout cas c'est ma passion. Faire en sorte que
quand le tirage arrive chez vous, ou que vous l'imprimez, puisque j'ai la chance de pouvoir l'imprimer, que quand l'image est imprimée, que vous ne soyez pas déçu. Et c'est ça le plus important. Super. Merci beaucoup, Antonio. Je te propose de te poser cette fameuse question et la voici. Tu viens de nous expliquer que tu as été formateur depuis maintenant un certain nombre d'années et je voulais ton retour d'expérience sur les 10 années qui viennent de se passer. Quelles sont, d'après toi, les 3 erreurs courantes que tu as pu repérer chez les photographes que tu as pu former, alors même qu'elles sont évitables? Si c'était 3 erreurs que tu as repérées, c'est lesquelles? Alors, quand tu m'as posé la question, j'y ai réfléchi longuement et je dirais qu'il y a vraiment, voilà, je dirais il y a 3 grandes erreurs. Après, on va dire il y a des petites erreurs et surtout il y a des erreurs qui sont liées au fait qu'on a des sortes d'idées préconçues sur la photographie qui font qu'on ne fait pas forcément les bons choix. Par exemple, en matériel, je sais, puisque je suis très présent sur les réseaux sociaux, j'interviens beaucoup auprès de certains d'entre vous, de plus en plus aussi sur, bien sûr, la formation, la prise en charge de vos images, donc la gestion de vos images pour aller jusqu'au bout, vers une qualité de plus en plus pointue. Mais je remarque dans mes accompagnements voyage, dans mes formations donc en présentiel CPF ou dans le fait, tout simplement, à travers mes collectifs d'échange, qu'on est très axé matériel. C'est-à-dire qu'il faut casser l'idée que c'est pas parce qu'on achètera le dernier boîtier le plus performant qui est mis sur le marché qu'on sera bien meilleur en photographie. C'est pas la taille de votre boîtier qui fera en réalité votre qualité photographique. J'ai 2 exemples, ça tombe très bien puisque regardez, ça c'est mon boîtier habituel, 5D Mark IV de chez Canon. Donc c'est alors je prononce la marque parce que de toute façon tout le monde sait que je bosse avec la marque Canon. Donc là c'est un 5D Mark IV, on est comme sur un matériel qui coûte extrêmement cher. Là, c'est une optique 12-24 Sigma Art. Et regardez, ma dernière acquisition, ce petit boîtier de chez Canon ici, vous voyez la différence de taille. Et je me suis lancé le défi depuis quelques temps de prouver, enfin d'essayer de prouver ou d'essayer de convaincre les gens que c'est pas parce que vous achetez le dernier matériel que vous achetez plus gros que vous serez bien meilleur. La qualité photographique, votre qualité photographique ne sera pas liée à votre matériel. On peut faire de la très belle photo avec n'importe quel appareil électronique est capable de faire de la photo, très clairement. Puisque soit vous êtes plutôt dans la pure technique et c'est la course à l'armement lourd. Hein. Moi, très clairement, on va être très franc, je reçois des personnes ou j'accompagne des personnes, ils sont équipés comme des porte-avions, mais c'est un truc de malade, c'est qu'ils sont suréquipés, il y a un suréquipement. Mais en réalité, on oublie l'essentiel, c'est que le matériel ne doit rester qu'un outil. La qualité du matériel, la qualité technique du matériel, j'ai bien la qualité technique du matériel, en termes de taille de fichier, taille de capteur, est liée à un besoin technique. Ça dépend vers quoi vous tendez ou vers le devenir de vos images. Je veux dire, si vous travaillez pour des grands comptes comme des grands groupes du luxe, etc., où vous avez besoin de très gros matériel, là, ok. Mais si vous êtes en parcours loisir ou plutôt un photographe, auteur-photographe, vous n'avez pas forcément besoin du dernier matériel. En fin de compte, dites-vous bien que au niveau du choix de matériel, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est de provoquer l'achat, enfin d'aller vers l'achat si réellement vous sentez que vous en avez besoin et que le matériel vous freine. Mais si vous le sentez très bien. Comment? Merci. Alors, du coup, si tu es d'accord, je résume et puis on passe à la deuxième erreur que tu as pu repérer. Donc, pour toi, première erreur de conception que font pas mal de gens, en fait, le matériel ne fait pas tout. C'est le photographe et l'œil du photographe qui est le plus important. Tu es d'accord? Il faut développer une vision photographique, donc liée à votre sensibilité, à votre envie de raconter une histoire. Et ensuite, à partir de cette envie-là, prenez le matériel qui vous est adapté. Un bon matériel, c'est celui qui vous est adapté. Super. Deuxième erreur courante et pourtant évitable. Pour moi, c'est la plus, malheureusement, c'est la plus courante, puisque encore une fois, je fais de l'accompagnement. Je suis encore, et pourtant je bosse là-dessus, c'est de croiser des personnes qui retouchent leurs photos sur des écrans qui ne sont pas faits pour ça, qui travaillent sur des écrans bureautiques, donc des PC portables, des ordinateurs, c'est des écrans qui sont très clairement des écrans bureautiques qui sont faits pour de saisir de texte, mais qui sont certainement pas faits pour la photographie. Et le problème, et ça pour moi qui est un peu embêtant, d'ailleurs,
Je vous l'ai dit, je fais des interventions en tant que formateur dans le cadre du CPF, puisqu'on a la certification Calliope. Je m'embête dans toutes mes formations quand je vais à Paris, quand je vais à Lyon, quand je vais à Bordeaux, etc., pour rencontrer des gens, donc en présentiel, les former pendant 2 jours. Je m'embête à trimballer, regardez bien. Je vais vous montrer, ouais, cette petite valise noire, la voici. Donc, c'est une petite, mais en fin de compte, c'est la perspective, mais elle est énorme. C'est que dans cette valise, il y a un écran, donc art graphique, qualité art graphique, un écran qui est capable d'afficher au minimum les normes art graphiques, tout simplement pour mettre en avant le fait que, et ça c'est flagrant, c'est que très récemment, il y a 15 jours, j'étais à Paris pour former des gens donc, pendant 2 jours, dans le cadre du module CPF, et je traite mes images sur écran, on a un projecteur, et souvent, quand je dis par exemple, regardez, je vais monter très légèrement le bleu pour refroidir l'image, je vois la réaction des gens et des fois, très clairement, je vois dans leur regard qu'ils n'ont pas la même perception d'image que moi, tout simplement parce que sur leur écran à eux, ils n'ont pas ce que moi j'ai sur mon écran qui est parfaitement calibré. Et souvent, je leur demande, mais venez derrière moi, passez derrière moi et regardez mon image sur mon écran qui est parfaitement calibré. En gros, c'est très simple, j'ai 8 stagiaires, j'ai 8 écrans, j'ai 8 résultats différents. Il n'y a pas d'homogénéité. Et ça veut dire qu'en fin de compte, il est très important, et c'est une erreur qui est importante, ça demande un investissement, très clairement, oui, mais cet investissement est quand même réduit, c'est-à-dire qu'on a accès maintenant à des matériels de plus en plus de pointe, avec des prix de plus en plus raisonnables, acheter un écran qui est capable d'être calibré, et en fin de compte, vous avez la certitude que l'image que vous retouchez, c'est vraiment votre image, et non pas une image modifiée par la qualité de votre écran. Et ça, pour moi, c'est une erreur qui, à la base, enfin, qui reste encore assez présente, et entre tout le travail du terrain, le voyage, l'achat de matériel, boîtier, pour prendre vos fichiers sur des écrans qui ne sont pas faits pour ça, je trouve ça dommage en tout cas. Ok. Donc ça, c'est ton deuxième point. Oubliez les écrans de gaming ou de bureautique qui sont trop courts. Et ça vaut le coup d'avoir, si on s'intéresse à la photo, si on veut faire de la retouche, un Bien sûr. écran de qualité correctement calibré. Ça, c'est une erreur. Même les gens, tu m'as dit, même des professionnels, tu en vois souvent qui font cette erreur parce que bah, ils croient bien faire, mais en fait, bah, ils peuvent pas s'en sortir correctement, ou alors ils vont perdre beaucoup de temps en post-prod, hein. On verra ça Bah, plus de tard. toute manière, c'est très évident puisque je coach des gens privés. C'est que quand les gens vont jusqu'au bout de l'expérience, jusqu'au bout de l'impression de leur tirage, après, il y a des personnes, c'est pas vraiment un problème. Par exemple, si je suis photographe du contenu et que je fais du contenu pour les réseaux sociaux, à la rigueur, la gestion de mon image et la fidélité de mon image, c'est pas un problème. Mais pour ceux qui vont jusqu'au bout, qui vendent leurs images à des iconographes ou à des presse magazines, ou tout simplement qui font du tirage d'art pour eux, je parle pas de tirage d'art, je parle pas en professionnel, mais j'ai plein de passionnés de photographie qui vont jusqu'au bout de l'impression, mais uniquement pour décorer leur propre maison. C'est-à-dire qu'ils font leur propre tirage pour décorer leur maison. Leur maison, c'est leur galerie. Et là, souvent, ils sont déçus. Et très clairement, quand je les prends en main, très vite, j'identifie. C'est-à-dire 99% du cas, c'est tout simplement parce qu'ils travaillent sur des écrans qui ne sont pas calibrés. Et donc, ils sont déçus. Merci. Troisième erreur que tu vois souvent et qui pourtant est évitable. C'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt justement, c'est des fois, il faut mieux provoquer des erreurs. Enfin, ces erreurs qui apparaissent quand les personnes décident enfin de faire sauter certains filtres ou certaines barrières qui veulent sortir de leur zone de confort, pardon. L'erreur, c'est tout simplement peut-être de s'enfermer dans une facilité, donc une démarche photographique, on va compte de suivre les standards qu'on voit partout. On sait, il y a des standards qui existent. C'est pas une nouveauté. Sur les réseaux sociaux ont tendance à uniformiser la démarche photographique avec bien sûr du contenu formateur qui renferme les gens dans une sorte de process. Moi, je suis formateur, je propose du produit, je propose des tutos téléchargeables, j'interviens en formation, je guide les gens, en tout cas, je titille les gens, je les pique un peu, je les force un peu à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques, puisque oui, on prend des risques, on peut se planter, mais en se plantant, on apprend. Moi, je n'ai jamais autant évolué que quand je me suis planté dans des recherches spéciales. Voilà, je teste des trucs, je me plante, j'apprends, je recommence et je rebondis. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il faut sortir, il faut aussi en avoir l'envie, mais il faut surtout ne pas hésiter à se secouer un peu, à sortir de sa zone de confort, puisque provoquer, enfin, rester dans les standards et montrer des images standards qui sont très appréciées par tout le monde, c'est facile. Mais si on veut, en fin de compte, s'extraire de la masse, pardon, et si on veut qu'on nous dise ah ton travail est différent, on sent qu'il y a une recherche, ben, c'est une prise de risque et cette prise de risque est très importante. Il faut ne pas hésiter
aller jusque-là, prendre des risques, se planter, rebondir, car tout ce travail de recherche va nous enrichir, va nous apporter une expérience. Pourquoi, quand j'analyse des photos pour des personnes, quand j'interviens, pourquoi je réagis très vite et pourquoi je suis capable actuellement de trouver tout de suite ce qui ne va pas sur une photo ou ce qui est bien ou ce qui est moins bien, c'est parce que tout simplement, à un moment, j'ai décidé de prendre des risques, de m'aventurer dans des choses qui ne sont pas forcément liées à ma sensibilité. Mais malgré ça, ça m'a enrichi et c'est pour ça que quelque part, je suis devenu assez créatif. Et la photographie, attention, ce n'est pas que de la technique. Il y a une base technique qui est importante, mais cette technique doit vous permettre de vous émanciper, donc dans votre façon de travailler, de vouloir raconter une histoire ou tout simplement de travailler en général. C'est vrai que l'expérience, tout simplement, être capable, donc de par cette expérience, être capable d'apporter des solutions à des problèmes, puisque en gros, quand je dis mes intervenants, enfin à mes apprenants, je sais la solution, je connais la solution de votre problème parce que je l'ai connu avant vous. Tout simplement, ça s'appelle l'expérience. Super, merci beaucoup. Peut-être qu'on lance un petit sondage qu'on avait préparé, Antonio? Si tu veux, vas-y. Allez, donc la question est très simple. D'après vous, qu'est-ce qui va vous rendre meilleur photographe? Dans ce webinaire, vous avez la possibilité de voter. C'est bien, il faut s'entraîner au vote, c'est toujours utile. Il ne faudra pas oublier aux prochaines élections. Mais là, très simple, qu'est-ce qui va vous rendre meilleur photographe? D'après vous, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options. Le dernier boîtier haut de gamme de votre marque préférée, la pratique sur le terrain, un écran parfaitement calibré, vous inspirez d'autres photographes qui peuvent être proches ou des célébrités. Hein. Utilisez l'IA parce que vraiment, c'est trop bien. Allez-y, on vous laisse voter. Après, on révélera le résultat. Je suis assez curieux de connaître les résultats. En tout cas, voilà, c'est pour en revenir encore une fois à ce point très important, pendant que vous votez tous, voilà. Voilà, n'hésitez pas à tout simplement à vous voilà, sortir de votre zone de confort, d'aller tester d'autres choses, peut-être d'aller voir ce qui se fait. Moi, je sais que ma sensibilité photographique, puisqu'on a une sensibilité photographique qu'on doit développer, on est tous quelque part sensibles, il faut juste vouloir développer cette sensibilité. N'hésitez pas à aller dans les musées, à regarder du cinéma, le cinéma donc qui correspond encore une fois à votre sensibilité, puisque toute cette curiosité culturelle va enrichir votre façon de travailler. Et moi, je sais que mon univers personnellement, mon univers actuel, c'est que vous retrouvez sur mon site d'auteur, il est très axé, très inspiré par tous les films de science-fiction, Blade Runner, Ridley Scott, Prometheus, Alien, Le Seigneur des Anneaux, Anki Bilal, donc qui m'a beaucoup inspiré. Les peintres comme Soulages, comme Le Caravage, comme Buffet, ou au niveau des couleurs, je retrouve bien ces couleurs un peu des gris légèrement colorés, métallisés. Et tout ça, vous rendez compte, toute cette curiosité culturelle va vous enrichir et sans même vous en apercevoir, vous allez petit à petit l'appliquer à votre travail photographique. Soyez Je me, per- curieux, sortez des sentiers battus et n'hésitez pas à prendre des risques tout simplement. je me permets de t'interrompre. Je partage les résultats et regarde la réponse. 1% le dernier boîtier haut de gamme, donc tu ne nous as pas convaincu d'acheter ton super boîtier. 93% la pratique sur le terrain. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'était le troisième point qu'Antonio citait. C'est il faut aller sur le terrain, il faut essayer des nouvelles choses. Ça marche pas le premier coup, on réessaye, on recommence une troisième fois, une quatrième, et puis on se rend compte que ben flou de bouger finalement c'est sympa, mais peut-être que ben, il fallait s'y prendre un petit peu différemment ou C'est ça. plus proche du sujet, parce que quand on est trop loin, ben, après on a beau recadrer, il reste plus grand chose. Voilà, c'est expérimenter, aller sur le terrain, essayer des nouvelles choses, sortir des sentiers battus. Un écran parfaitement calibré, vous êtes 65% à l'avoir cité, bah c'est bien, ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai que ça va vous rendre meilleur photographe, surtout dès que vous faites de la retouche. Vous inspirez d'autres photographes, bah, tu viens de t'en parler pas mal, donc je ne vais pas rajouter une couche là-dessus. Par contre, l'IA, moi je pensais qu'il y aurait plus de gens qui auraient cité ça, mais non. Donc vous êtes un peu d'accord avec ce que disait Antonio et ce que moi je pense, c'est que bah, l'IA c'est bien, c'est un outil, mais bon, ça ne va pas vous rendre meilleur photographe tout seul. Non, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans, si on parle photographie, que ce soit la photographie
on va dire, fidèle, illustrative d'un sujet sur le terrain, une photographie un peu plus créative, on reste dans le domaine de la photographie. L'IA, c'est un nouveau mode de création, de communication qui arrive. Donc, de toute façon, le système est lancé, le train est lancé, et ça peut être quelque chose d'intéressant pour peut-être venir enrichir donc une autre façon de communiquer, un autre art numérique. Donc, mais si on reste dans la partie photographique, même si on est créatif, voilà. Mais c'est la révolution de l'IA dans la photographie, elle s'est faite déjà il y a très longtemps dans le cinéma, avec le cinéma d'auteur, qui vit très bien avec le cinéma donc d'animation comme Avatar, donc ça cartonne. Les gens apprécient les deux, et je pense que la création numérique ou l'édition numérique ou l'édition de contenu numérique issu de l'IA ou la photographie traditionnelle peuvent très bien cohabiter. Il va juste falloir, je pense qu'il y a un temps de transition, mais ça va tout simplement peut-être même se compléter. On ne sait pas ce que tout ça va venir, mais c'est à la fois excitant, curieux, mais ça va demander certainement un temps d'adaptation. Super, ben, merci beaucoup. Ce que je te propose maintenant, c'est de lancer la vidéo que tu nous as préparée. Donc, pour tout le monde, il s'agit, je dirais qu'on peut dire, il s'agit littéralement d'un tutoriel qui va vous montrer à quoi ressemble et les conseils d'Antonio en ce qui concerne le nouveau logiciel de Calibrite qui s'appelle Calibrite Profiler. Je te laisse lancer la vidéo. Donc, ce logiciel qui est un tout nouveau logiciel qui va t'accompagner avec une nouvelle sonde, qui est donc un logiciel qui a été mis à disposition par la marque Calibrite. Comme on parlait donc de calibrage écran, encore une fois, l'importance du calibrage est liée tout simplement au fait qu'il faut que j'ai la garantie que mon travail photographique, mon envie d'être très précis sur mes couleurs, d'aller chercher des tons très précis, puisque quand on a découvert une signature photographique, et ça peut être des tons chauds ou des tons froids, moi c'est plutôt bleu métallisé, gris légèrement coloré, si on veut que cette signature, entre guillemets, soit cohérente dans la durée, c'est-à-dire que quand on regarde toute une galerie d'images, il y a une vraie cohérence. Cette cohérence entre toutes les images ne peut être obtenue que si on travaille sur un écran qui, lui, est parfaitement, on va dire, stable, qu'il n'y ait pas de changement de couleur. Il faut que tous les jours de la semaine, quand je travaille mes images, que je sois sûr que mon écran est assez stable pour me garantir une fidélité dans la continuité de mon univers, de mon travail. Et ça passe forcément par des écrans qui sont capables, donc déjà premièrement, de proposer ce service, donc de stabilité de la dalle, et en plus qu'ils soient parfaitement calibrés. Donc moi, je vous donne un peu mon expérience, encore une fois, de mon retour d'expérience du terrain, donc acquis toutes ces longues années, et je vais tout simplement vous montrer comment je calibre mon écran, et en même temps, ça vous permettra aussi de découvrir le nouveau logiciel donc de calibrage proposé par Calibrite, qui est beaucoup plus agréable esthétiquement et aussi techniquement avec beaucoup plus de possibilités. Donc, je vais lancer la lecture. Alors, avant de découvrir ensemble les nouvelles fonctionnalités proposées par ce nouveau logiciel de calibrage d'écran proposé par Calibrite, je dis bien nouveau puisque pour l'avoir testé déjà depuis quelques temps, tout a été refondu. Le design, les fonctions, tout a été distribué. Il est beaucoup plus intuitif. On va bien sûr découvrir ça ensemble, mais dans un premier temps, on va tout simplement aller le télécharger directement sur le site officiel de Calibrite. Donc calibrite.com. Alors bien sûr, au cas où le site n'est pas en français, en fonction de votre situation géographique, vous pouvez cliquer ici et choisir votre langue. Et on va aller directement sur téléchargement logiciel. On descend tout en bas et là vous avez différentes mises à jour, des pilotes, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ici Calibrite Profiler version 1.1.5 et là on va pouvoir télécharger en fonction de votre système. Vous avez bien sûr la possibilité de télécharger pour donc un système Windows ou télécharger pour une version macOS Apple. Comme je suis en Mac, je clique dessus et c'est parti en téléchargement. Je quitte le navigateur web et là je vais aller chercher directement dans mon dossier téléchargement donc le logiciel. Je le glisse dépose sur mon bureau, je le décompresse et ensuite il me demande tout simplement de glisser déposer le logiciel dans mon dossier application, donc de mon système OS, puisque je suis sur Mac, alors sur PC je pense que c'est à peu près le même procédé. Ensuite on va bien sûr lancer le logiciel. Comme d'habitude pour tous les logiciels d'installation, on va devoir bien sûr accepter donc les informations légales de licence. Oui, j'accepte. Et donc là automatiquement tout se met en place et tout de suite la première fois où j'ai eu
la possibilité de tester cette nouvelle version, ce nouveau logiciel proposé par Calibrite, tout de suite, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un refondement général du logiciel. C'est-à-dire par rapport à la version précédente, on est sur un aspect beaucoup plus intuitif, on a beaucoup plus de fonctions, on a des fonctions de base, des fonctions avancées qu'on va découvrir ensemble. On a un design un peu plus moderne. C'est vrai que c'est plus agréable quand on compare aux versions précédentes. C'est vrai que les versions précédentes faisaient un peu ancien. Alors c'est vrai que techniquement, ça faisait le job, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on peut joindre le pratique et l'agréable, c'est plutôt intéressant. Là, on est pratique, puisqu'encore une fois, le logiciel est tout aussi performant, mais c'est vrai qu'on a un aspect, un design beaucoup plus agréable et beaucoup plus intuitif. Alors globalement, on va survoler un peu les nouvelles fonctions. Vous remarquerez dès le départ que automatiquement le logiciel a reconnu ma sonde de calibrage, la Color Shaker Display Pro, ce modèle-ci, qu'on va utiliser donc pour calibrer mon écran BenQ. Vous avez ici donc la possibilité de calibrer des écrans. On va découvrir un peu les différentes possibilités. Vous avez la mode de base, le mode avancé, la possibilité pour ceux qui possèdent des projecteurs vidéo. Ensuite, on a la possibilité de formater donc un boîtier de prise de vue. Alors, on le sait très bien, ce n'est pas avec une sonde de calibrage qu'on va donc calibrer notre boîtier, mais avec une charte de couleurs. Donc, cette fonction est désactivée, c'est logique. Ensuite, on a la possibilité aussi de calibrer un scanner et une imprimante avec, encore une fois, d'autres matériels. Donc, en tout cas, pas avec une sonde de calibrage. En dessous, vous avez donc la liste des appareils qui peuvent être reconnus automatiquement par le logiciel. Donc là, il m'indique que la Color Shaker Display Pro est active. C'est encore une fois la sonde qu'on va utiliser, mais elle va bien sûr reconnaître automatiquement la Color Shaker Display, la Display Plus et bien sûr le Color Shaker Studio qui permet, lui, de calibrer des imprimantes. Donc là, vous voyez, on a accès très facilement à beaucoup d'informations. On n'a pas besoin forcément de les chercher. Au-dessus, vous avez la possibilité ici de vérifier la version donc, de votre sonde en cliquant dessus. Donc là, c'est une Color Shaker Display Pro avec le numéro de série qui permet donc de vérifier notre version. Vous avez le support technique au cas où et vous avez la possibilité bien sûr d'enregistrer votre sonde de calibrage directement sur le site, permettant ainsi d'obtenir les bonnes mises à jour, en tout cas d'être prévenu des prochaines mises à jour. Donc là, c'est en fin de compte l'accueil. On va bien sûr axer donc cette première découverte de ce nouveau logiciel de calibrage en calibrant donc principalement mon écran. Vous remarquerez aussi qu'à chaque fois qu'on passe sur une des icônes avec une fonctionnalité dédiée, on a automatiquement à droite un texte d'accompagnement qui est plutôt très intéressant car on peut avoir des informations qui peuvent nous guider en tout cas sur la manipulation. Au niveau de cette première découverte de ce nouveau logiciel de calibrage proposé par Calibrite, on va axer principalement la manipulation sur le calibrage de mon écran de travail. Alors pour ça, on va aller directement sur la fonction calibrage d'écran RGB, monitor. On a la possibilité de choisir deux options, de base et avancée. Alors pour cette première découverte, on va rester sur la partie de base qui est vraiment dans la plupart du temps, en tout cas pour moi c'est largement suffisant, ça me permet donc déjà de très bien calibrer mon écran. Alors si vous avez des fonctions ou des besoins très spécifiques, le mode avancé sera plus intéressant. Donc monitor de base et je fais suivant. Il reconnaît automatiquement mon écran, donc le BenQ SW321C, diode blanche. Alors si vous êtes en double écran, vous allez avoir deux icônes, une pour chaque écran, et à vous de choisir l'écran que vous avez envie de calibrer. Au niveau des fonctionnalités avancées, donc en pré-réglage, vous avez pas mal de choses qui sont déjà pré-réglées. Ici, vous avez photo, et quand on regarde tout en haut, vous avez toutes les informations, donc Color Shaker Display Pro, qui est donc ma sonde de calibrage, diode blanche, la technologie de mon écran, CIE D65 qui correspond à 6500 Kelvin, donc la température du point blanc, et 120 candela le mètre carré qui correspond donc à la luminosité de votre écran. Je vous rappelle que 120 candela le mètre carré correspond donc à 120 bougies allumées sur un mètre carré. Et ensuite, vous avez tout un ensemble de fonctionnalités avancées qui sont grisées, donc dans ce cas, puisqu'on est sur des pré-réglages, et très honnêtement, franchement, j'y touche très peu, puisque les réglages qu'on va découvrir ensemble suffisent très largement donc à faire face à mes besoins techniques. Ensuite, on a les pré-réglages pour le pré-press. On clique dessus et donc là, on a accès donc aux informations correspondant aux pré-réglages pour l'utilisation de nos images en pré-press. Si on compare, on est à D5000, donc qui correspond donc à 5000 Kelvin et 120 candela mètre carré. Si on compare avec la photo, on était à 65, 6500 Kelvin. En pré-press, on est à D50, 5000 Kelvin. Et au niveau
de la luminosité de notre écran, on est à 120 candela sur les deux versions. Au niveau donc des réglages supplémentaires, encore une fois, ils sont grisés. Ensuite, vous avez la possibilité de calibrer de la vidéo avec, encore une fois, des pré-réglages vidéo REC 2020, etc. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de créer vos propres pré-réglages en fonction, encore une fois, de votre propre flux de production. Par exemple, on peut très bien choisir de travailler en D50 ou en D65 ou en D55. Mais là, par exemple, comme on l'a remarqué que sur la photo, on était à D65 et sur le pré-press à D50, moi, je peux très bien décider de travailler à D55. Ça veut donc dire que vous pouvez personnaliser donc vos paramètres de calibrage écran en fonction de votre flux de production, adapté donc à vos besoins techniques. Et ensuite, vous pourrez les enregistrer ici. D'ailleurs, si on regarde bien tout en bas, vous avez écran photo Antonio. Et donc, très logiquement, dès que vous sauvegarderez donc un de vos pré-réglages, lié encore une fois à vos besoins techniques, vous allez pouvoir les retrouver ici, pré-réglage, sauvegarder. Par exemple, regardez, je clique dessus, je vois ici écran photo Antonio. Donc là, très clairement, pour ceux qui ont la pratique des anciennes versions logicielles, c'est vrai que là, on a une vraie avancée, alors encore une fois esthétique, mais aussi pratique, puisqu'on peut décortiquer point par point tous nos besoins techniques. C'est plutôt très intéressant. Donc, on va régler maintenant mon écran. Donc, le BenQ SW321C. Ensuite, on va prendre comme base de réflexion au niveau du calibrage de mon écran. Donc, le pré-réglage photo qui, je vous le rappelle, correspond à D65, donc 6500 Kelvin et 120 candela mètre carré. Alors, il faut savoir que 6500 Kelvin, correspond à une lumière blanche, froide, qui est très intéressante pour ceux qui travaillent exclusivement, encore une fois, pour de l'impression fine art, sur des papiers de très très belle qualité, des papiers extrêmement blancs, des barités, des platines. C'est vrai qu'on a accès maintenant à des papiers qui sont très très beaux, très très blancs, et donc c'est vrai que le 6500 Kelvin, c'est très bien pour ça. 120 candela mètre carré, pourquoi pas, mais pour ma part, j'aime bien travailler à 100 candela mètre carré, puisque pour par contre, éviter d'être déçu entre la luminosité de mon écran et la restitution de mon image sur un support papier. On n'est pas du tout sur la même technologie. L'écran sera toujours un petit peu plus lumineux qu'un papier opaque qui absorbe de la lumière. Et je trouve que 120 candela, c'est un peu trop. Moi, j'aime bien travailler à 100 candela mètre carré. Ça a plusieurs avantages. Le fait d'avoir une restitution de mon image un peu plus éteinte, donc un petit peu moins lumineuse, je ne suis pas déçu à l'impression. C'est-à-dire que ça va compenser le perte de luminosité sur un support papier. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup moins fatigant pour les personnes comme moi qui travaillons très longtemps sur nos écrans, et ça préserve aussi, encore une fois, la qualité technique et la durabilité de mon écran. Donc 120 candela, pourquoi pas, à vous de choisir, mais je pense que 100 candela, c'est beaucoup plus adapté. D65, encore une fois 6500 Kelvin, pourquoi pas, si vous travaillez exclusivement pour des papiers, en tout cas pour de l'impression, du tirage d'art sur des papiers extrêmement blancs. Par contre, si vous êtes journaliste et que vous travaillez exclusivement que pour le pré-presse, je pense que la norme pré-presse vous conviendra le mieux, puisqu'on est sur une température du point blanc correspondant à D50, donc 5000 Kelvin, qui correspond à un papier légèrement jauni, un peu coquille d'œuf, très très pâle, qui est donc le papier utilisé en général par le pré-presse. 120 candela mètre carré, je trouve pareil, c'est un peu trop. Après, c'est à vous encore une fois de faire vos choix en fonction de vos situations de production. On va donc partir sur une base photo, ici, D65 120 candela, je fais suivant. Et donc à ce stade, soit vous restez sur la norme pré-réglée, donc D65 et 120 candela mètre carré, puisque ça correspond encore une fois à votre flux de production, à vos besoins techniques, donc à votre recherche de fidélité sur vos écrans de travail. Là, vous pouvez faire démarrer la mesure. Sauf que pour mon cas, qui est un cas particulier, j'ai des besoins spécifiques qui sont liés encore une fois à ma façon de travailler, à ma production d'images. Mes images sont à la fois utilisées pour de l'impression fine art, des papiers extrêmement blancs. Donc ça veut dire que D65 correspond très bien donc à ce devenir, à cette impression d'image sur un papier extrêmement blanc, donc 6500 Kelvin. Par contre, ces mêmes images sont aussi utilisées pour de l'impression offset, puisque en tant qu'auteur photographe, j'édite mes propres livres de photographie. Et donc une image peut être imprimée sur du papier extrêmement blanc, D65, mais aussi sur du papier offset, qui est plus proche, on va dire, du D50. Donc pour ces raisons-là, j'ai tout simplement pris la décision de couper la poire en deux, et je vais donc décider, en cliquant ici, vous cliquez dessus, et donc là je vais décider tout simplement de ne pas choisir D65 comme pré-réglage de base, 6500 Kelvin, et de ne pas choisir non plus D50, donc 5000 Kelvin. Je vais personnaliser en cliquant ici, et là je vais aller chercher CIE D55. En gros, je coupe la poire entre 6005 et 5005 pour que mes images soient à la fois utilisables donc en papier extrêmement blanc et aussi bien sûr en impression offset, donc art graphique.
Concernant la luminosité, 120 candela, après c'est un choix personnel, à vous de faire vos propres choix. Alors moi j'ai fait le choix de travailler à 100 candela mètre carré, en sachant pertinemment que mon écran sera un petit peu moins lumineux, mais de par mon expérience, ça me permet aussi d'être moins déçu entre la luminosité de mon écran et la restitution de ma lumière sur mes papiers d'impression. Ensuite, c'est très simple, on fait suivant. On peut pré-régler mes réglages, donc je vais l'appeler D55 100 CD2. Voilà, je vais mettre mon prénom devant, Antonio. Comme ça, je retrouverai systématiquement ce pré-réglage. Je sauvegarde et maintenant je fais démarrer la mesure. Comme je sais que j'ai accès facilement à la luminosité de mon écran, n'oublions pas que j'ai demandé 100 candela le mètre carré, j'active la fonctionnalité, donc en mode manuel. Les deux autres, je les laisse puisque ça marche très très bien comme ça. Et je fais continuer. Donc là, il me demande de prendre ma sonde, celle-ci, et de venir la positionner au centre de mon écran. Voilà. Il demande bien sûr d'ouvrir pour avoir accès à la cellule. Hop, je positionne tout ça bien au centre de mon écran. Hop, bien à plat. Voilà, tout est en place. Et là, je fais suivant. Et donc là, dans un premier temps, il me demande de régler manuellement la luminosité de mon écran. C'est ce qu'on va faire. Ici, hop, je descends, ajuste, luminosité, ajuste. Donc là, j'ai une luminance mesurée à 53 et ma cible, c'est 100 candela mètre carré. Donc je vais augmenter la luminosité de mon écran. Hop, on y va tranquillement. On y est presque. Ah, je suis trop au-dessus. Je descends un peu. 100. Voilà. Luminance cible 100 candela. Luminance mesurée 100 candela. Impeccable. Ensuite, on n'a plus qu'à lancer le contrôle et le calibrage de mon écran de travail en cliquant ici. Tout est automatique. Tout se fait totalement automatiquement. Le logiciel va lancer tout un processus. Il va afficher 118 patchs de couleurs en mode de base, puisqu'en mode avancé, on n'a plus que ça. Et donc, pour chaque patch de couleurs affiché, le logiciel va utiliser la sonde de calibrage pour mesurer donc la qualité d'affichage de cette couleur référence. Encore une fois, il y en a 118. Et au final, il va comparer donc les 118 mesures références basées encore une fois sur les qualités ou les défauts d'affichage de mon écran pour les comparer donc à des normes usines et éditer donc un profil de calibrage qui sera reconnu par tout logiciel de gestion et de contrôle de l'image pour optimiser encore une fois l'affichage, faire en sorte que l'image qu'on voit sur mon écran, parfaitement calibrée, soit encore une fois fidèle aux valeurs donc réelles de mon fichier. On arrive tout doucement à la fin de la séquence de contrôle, encore une fois 118 patchs de couleurs affichées et mesurées par la sonde, et ensuite on fait suivant. Et là on a donc un comparatif entre les valeurs avant et les valeurs après contrôle, et on voit quand même qu'il y a une grosse différence au niveau des bleus, au niveau des verts, etc. Très clairement, les couleurs d'affichage avant contrôle étaient un peu flashy, et les couleurs donc après contrôle, donc les valeurs obtenues après contrôle sont un peu plus contrôlées. On sent qu'il y a moins de saturation, c'est un peu mieux. Ensuite, on fait suivant. Et là, on va pouvoir sauvegarder donc le profil de contrôle qu'on vient de réaliser sur la base, encore une fois, des normes que j'ai imposées D55 et 100 candela mètre carré. Je fais sauvegarder. Automatiquement, c'est sauvegardé dans le système. Et si on regarde tout en haut, on est bien à D55 et 100 candela mètre carré. Encore une fois, ce n'est pas une norme, ce n'est pas un standard, c'est un partage de mon expérience avec vous. Donc je sais très bien que ces choix techniques correspondent très bien à ma façon de travailler, entre, encore une fois, reporter pour le pré-presse et aussi auteur-photographe pour les galeries d'art. Donc je suis entre les deux. Et en tout cas, ça marche très très bien. Et pour aller encore un peu plus loin, on peut aussi contrôler donc le avant-après sur des images références. Alors vous avez des images références qui sont proposées par Calibrite, vous voyez, avant, maintenant. Vous voyez, donc globalement, avant on était beaucoup plus froid, puisqu'on devait être à D6500. Là on est passé à D, donc 5005. On est un petit peu plus chaud, mais encore une fois, c'est un entre-deux. Encore une fois, c'est un choix personnel. Mais on peut aussi personnaliser ce contrôle donc en utilisant nos propres images, qui sont liées bien sûr à notre univers, à nos signatures de photographe. On va ici, plus. Donc il nous indique il faut des images 8 bits, JPEG ou TIFF, profil intégré, taille maximale de 2000 pixels, donc sur la largeur, format paysage. Et donc là, je vais importer un premier visuel référence, test 1, photographie de paysage, un deuxième, test 2, ville de Paris à l'heure bleue, et un troisième,
avec des couleurs très très vives, donc de camions de pompiers new-yorkais. Et je fais sauvegarder. Ça fait que, regardez, je viens ici. Donc ça permet de contrôler, on peut même se mettre en quasiment plein écran. Et là, on a donc en comparatif mes choix techniques D55 et 100 candela le mètre carré. On prend celle-ci, donc de Paris, avant, maintenant. Et la dernière photo de contrôle, liée encore une fois à mon univers, on est dans l'espace urbain avec des couleurs un peu plus flashy. Donc un truck, un camion de pompiers new-yorkais, avant, photo, on va dire un peu plus froide, un peu plus bleutée, un peu plus métallisée et un petit peu plus lumineuse. Et là, c'est le rendu donc avec mes propres choix, en sachant très bien, car c'est ça aussi qu'il faut, il y a une petite gymnastique de l'esprit, c'est qu'en réalité, si j'imprime cette photo-là, je ne serai pas aussi jaune que ça, je serai un petit peu plus bleuté, puisqu'encore une fois, je suis à D55. C'est-à-dire que si j'imprime cette photo-là, donc sur du papier extrêmement blanc, je serai beaucoup plus proche de ça, de ce rendu-là, plus froid, plus lumineux. Par contre, si la même photo, sans intervention particulière, est utilisée par la presse magazine, par exemple dans le cas d'un reportage sur les pompiers New York, mon rendu imprimé dans le magazine sera beaucoup plus proche de ce rendu-là. Voilà, sortie du zoom, accueil, et on quitte l'application. Voilà donc cette première découverte de ce nouveau logiciel de calibrage. Très clairement, il y a quand même une grosse évolution, encore une fois, sur l'aspect esthétique. C'est quand même très important d'avoir un logiciel qui soit agréable à utiliser, agréable à regarder. Et en plus, c'est un logiciel qui est beaucoup plus intuitif, avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées que les versions précédentes. Donc, bravo Calibrite pour ces dernières évolutions plutôt très intéressantes. Parfait, merci. Alors, on a pas mal de questions, hein, puisque pendant ta présentation, bah, les questions continuent à tomber, je les ai regroupées, et donc on a beaucoup de pain sur la planche pour la partie questions-réponses. Mais avant ça, puisque tu l'as annoncé, est-ce que tu pourrais faire apparaître à l'écran les nouvelles sondes? Parce que là, Antonio vient de vous montrer le nouveau logiciel. Je viens de vous envoyer à tous le lien pour aller télécharger ce nouveau logiciel qui s'appelle donc Calibrite Profiler. Et je vais préciser parce que beaucoup de personnes ont posé la question, Calibrite Profiler, est-ce qu'il fonctionne avec des sondes plus anciennes que celles livrées actuellement? La réponse est oui. Le logiciel Calibrite Profiler a été conçu dès le départ pour fonctionner avec toutes les sondes Calibrite. Et donc, vous pouvez télécharger avec le lien que je vous ai envoyé le logiciel pour la dernière version. Ça va marcher tout de suite et vous n'avez rien à payer. Si par contre, vous avez une sonde de marque X-Rite, le logiciel est compatible. Nous, on vous invite à le télécharger. Vous pouvez l'essayer en mode démo. Vous ne pourrez pas créer de profil avec. Et s'il vous plaît, vous pouvez mettre à jour le logiciel pour votre sonde X-Rite. Donc, ce sera le logiciel Calibrite Profiler. Il va fonctionner avec votre sonde X-Rite. Mais là, la mise à jour, elle est à 9,90 €. Il ne s'agit pas pour nous de faire de l'argent dessus, mais pour couvrir les frais de développement pour une marque qui ne nous appartient pas, puisqu'aujourd'hui, nous, on s'appelle Calibrite. Donc, c'est un choix, hein, et vous pouvez décider de ne pas faire la mise à jour et de continuer à utiliser votre logiciel X-Rite tant qu'il fonctionne avec votre version de macOS ou de Windows. Et vous pouvez, encore une fois, essayer la version démo pour voir si ça vous plaît. Antonio vous a montré quand même pas mal d'améliorations par rapport à la version précédente. Donc, on est quand même sur une interface qui est plus moderne, plus agréable. On est avec des fonctions qui permettent de bien plus facilement gérer les logiques de points noirs, par exemple. On est plus précis, on s'approche un peu de ce que vous pouvez trouver dans les logiciels de calibrage hardware. Et vous avez, dans la barre du haut que vous avez pu voir, tout le processus qui s'affiche très clairement et vous pouvez aller, revenir, éventuellement changer un réglage de manière beaucoup plus simple qu'auparavant. C'est Voilà, beaucoup plus après, intuitif. oui, après, encore une fois, on vous oblige à rien, c'est vous qui décidez. Et donc, si vous avez un produit de marque Calibrite, bon, moi, je ne vois pas l'intérêt de rester sur l'ancien logiciel, le nouveau, il est mieux et la mise à jour est gratuite. Si c'est une sonde de marque X-Rite que vous avez, faites le test de la version démo, ou si ce que vous a montré Antonio vous plaît, eh ben, allez-y. Et la mise à jour, c'est 9,90 €. Ça ne va pas non plus exploser votre compte en banque, hein. C'est pas...
il y a des mises à jour qui peuvent parfois coûter quand même nettement plus que ça. C'est sûr. J'aimerais que tu montres les nouvelles sondes, puisque à partir de lundi prochain, le 3 juillet, seront disponibles. Si tu veux bien partager l'écran. Partagez mon écran. Hop. Ouais. Avec les nouvelles sondes. Voilà. Donc on a 3 nouvelles sondes qui s'appellent Calibrite Display SL. Alors SL, c'est tu peux cliquer dessus, vas-y. Donc la SL, c'est l'entrée de gamme et elle permet de calibrer les ordinateurs portables, les écrans de type iMac, les écrans bureautiques et autres, et elle remplace le premier niveau de sonde qu'on avait avant. SL veut dire standard luminance, c'est une sonde avec un nouveau capteur et qui permet de monter jusqu'à 1000 nits au niveau de la luminance. Donc ça, c'est pour les utilisations basiques. Elle ne permet pas d'être compatible avec les logiciels de calibrage hardware. Donc attention, si vous achetez cette sonde-là, elle va calibrer votre écran uniquement avec le logiciel Calibrite. Mais comme toutes les marques de sondes, l'entrée de gamme ne permet de fonctionner qu'avec le logiciel de la marque de la sonde. Si tu veux bien revenir en arrière, le plus intéressant pour beaucoup d'entre vous, ça va être la Display Pro HL. Alors pourquoi HL? Il s'agit ici d'un nouveau capteur, dit capteur haute luminance, c'est ce que veut dire HL, High Luminance ou haute luminance, et celle-là remplace la Calibrite Color Checker Display Pro, la X-Rite i1 Display Pro, avec encore une fois un nouveau capteur, mais avec un capteur qui monte jusqu'à 3000 nits. 3000 nits, c'est ce qu'on a sur les écrans à très haute luminance, et il y a certains écrans de nouveaux modèles qui sont en train de sortir en ce moment, notamment les écrans qui permettent de faire du traitement post-prod photo et vidéo, qui ont une luminance qui va assez loin. Cette sonde permet de calibrer non seulement les écrans actuels, mais aussi les futurs qui vont sortir, parce que nous, on s'attend à ce que dans les 3 années qui viennent, beaucoup d'écrans sortent avec des luminances beaucoup plus élevées en nits. Ça fait partie des choses qui vont sortir. Donc, quelqu'un qui devrait acheter une nouvelle sonde, ça peut être intéressant d'aller sur celle-ci. Et cette sonde Display Pro HL gère déjà le type de dalle OLED, mini LED, Apple XDR Liquid Retina. Cette sonde est capable de les calibrer. Ce n'est pas le cas de toutes les sondes. On a beaucoup de sondes anciennes ou d'autres marques qui ne sont pas encore prêtes. La Display Pro HL, elle le fait dès maintenant avec le nouveau logiciel, le même que Antonio vient de vous montrer. C'est-à-dire que vous avez le nouveau logiciel et en parallèle une sonde qui est capable d'aller voir des luminances très élevées. La Display Plus HL, si tu veux bien cliquer. Donc là, c'est pour les utilisateurs les plus exigeants. Et si le budget vous le permet, je vous invite aussi à aller sur celle-ci. Elle va permettre de monter jusqu'à 10 000 nits et elle a la capacité de reproduire certaines courbes spécifiques pour les métiers de la post-production vidéo. Donc celle-là, elle vise plutôt les utilisateurs vidéo, mais on a beaucoup de photographes qui font aussi de la vidéo ou qui s'apprêtent à faire de plus en plus de projets vidéo. Et à ce moment-là, ça peut être le bon choix. Voilà, donc HL, c'est toujours une haute luminance, donc c'est le capteur haute luminance, mais avec des fonctions encore plus avancées et la possibilité de monter jusqu'à 10 000 nits en luminance. Et là, pour le coup, il n'y a aucune sonde du marché actuellement qui soit capable de cette performance. Donc c'est vraiment le dernier cri et ce qui se fait de mieux comme sonde aujourd'hui. Dans les 3 que je viens de vous montrer que Antonio affiche, ces 3 sondes permettent aussi de fonctionner avec les logiciels d'EISO, EISO Color Navigator, pour les gens qui veulent faire du calibrage hardware sur leur écran EISO, notamment tous les écrans de type CG et CS. Et ces 3 sondes sont aussi compatibles avec BenQ Palette Master Element et BenQ Palette Master Ultimate. Pareil pour faire du calibrage hardware sur les écrans BenQ. Bon, comme le logiciel et les sondes sont récentes,
on fera des annonces pour les autres compatibilités, mais c'est déjà un bon point de départ. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir posé ces questions, hein, c'est pour ça que je me permets de préciser ça. La gamme de prix, c'est assez similaire à ce qu'il y avait avant, à quelques euros près, et on n'est pas là pour parler de prix, mais plus pour vous annoncer ces nouveautés. Donc, elles sont dispo à partir de lundi prochain. Voilà, chez tous les meilleurs revendeurs photos de France et de Navarre. Merci Antonio. Alors, je regarde quand même. D'ailleurs, pour la petite histoire, je devais recevoir la mienne et elle n'est pas arrivée. Et oui, alors, normalement pour ce webinaire, Antonio devait vous montrer celle qu'il a reçue. Elle est en fait arrivée au Portugal, mais UPS a décidé de t'embêter. Et pour le moment, elle est dans l'entrepôt, pas très très loin de chez Antonio, mais ils ne lui ont pas livré chez lui. Et il faut qu'il monte au village. Et donc, pour l'instant, ils n'ont pas envie de monter au village. Terrible. Donc ça te permettra dans quelques jours de donner aussi ton point de vue sur les nouvelles sondes, la partie hardware. Et je trouve que c'était déjà très bien de pouvoir parler du nouveau logiciel, puisque beaucoup de personnes n'ont pas eu encore l'occasion de le tester ou de mettre à jour. Alors, je regarde un tout petit peu les questions. Vas-y Antonio, si tu veux compléter par rapport à la vidéo que tu as présentée, comme ça je suis prêt pour toi dans 30 secondes. C'est-à-dire que quand j'ai téléchargé le logiciel en première pour le découvrir, comme je suis déjà utilisateur des anciennes versions, et c'est vrai que souvent, et ça, je pense que c'est tout à fait logique, si vous êtes déjà utilisateur des anciennes versions du logiciel X-Rite, donc il y a eu l'X-Rite, ensuite il y a eu la transition vers Calibrite, je n'ai pas eu de besoin de me former, c'est-à-dire que c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est très intuitif. Quand on a la culture donc du calibrage écran, puisque si vous possédez vos sondes, c'est que vous avez cette habitude, qui est une bonne habitude, hein, on le sait très bien, il faut régulièrement calibrer des écrans. La prise en main est très facile, puisque moi je l'ai ouvert, voilà, il faut être un peu curieux, hein, on clique sur des boutons et puis très vite on voit, il est très intuitif, très simple et très complet. Et c'est ça et en plus c'est vrai que le design est quand même plus moderne. C'est vrai que même si les anciennes versions étaient très efficaces, puisqu'on leur demande aussi avant tout d'être efficaces, mais en plus voilà, il y a un design qui est plus intéressant, plus agréable et franchement on se retrouve très très vite dans les manipulations. Moi j'ai pas eu besoin de faire en toute honnêteté, avant d'enregistrer la vidéo, je l'ai testé 1 ou 2 fois. Et donc, la prise en main est très, très, très simple. Super. Eh bien, moi, si tout le monde est prêt, je vous propose qu'on passe à la session questions-réponses. Donc, si tu es d'accord, je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et tu essaies de répondre très rapidement. C'est pour quand ton 3e livre? Bientôt. En gros, je vous rassure, j'ai déjà toutes les images. Une échelle de temps, quelques mois, quelques trimestres? Pas disponible pour Noël. Pour Noël, super. Le boîtier. Si tout se passe bien, parce qu'il y a aussi un problème de papier. Ouais. Le papier, voilà, le papier, malheureusement, j'ai un papier qui est très spécifique, qui a été très, très apprécié sur le volume numéro 2 par rapport au volume numéro 1, mais ce papier ne peut être fait que, en gros, petit truc rapide pour que vous compreniez comment c'est compliqué d'imprimer un papier. C'est quand vous avez un papier spécifique, ils ne vont pas produire 500 kilos de papier pour votre livre. Ils produisent au minimum avec 3 tonnes. Donc, ils attendent d'avoir 3 tonnes de commandes avant de lancer la production du papier. Ok, mais en gros, tu vises novembre pour pouvoir prendre les commandes et livrer en décembre, c'est ça? Donc, en gros, dans les semaines à venir, je vais faire appel à vous tous, à votre générosité, pour m'aider à financer ce 3e livre, comme la première fois. Et comme les 2 fois précédentes. En précommande, c'est pas… Très bien. Le petit boîtier que tu as montré, c'était quoi comme modèle? Celui qui était raisonnable? 5D, Canon R50. Très bien. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous avez un peu de pub. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous trouverez mon test terrain. En gros, je suis parti 1 semaine avec et je vous explique que c'est très bien. Pas besoin d'avoir. En gros, on a dit des réponses rapides. Voilà, pas besoin d'avoir ça pour faire de la belle photo, très clairement. Alors, sauf, comme tu l'expliquais, des situations spéciales, des conflits techniques, où là, ça peut se justifier. Mais en tout cas, ne soyez pas, ne vous culpabilisez pas parce que vous n'avez pas un matériel cher. On peut faire des super photos très intéressantes
à partir du moment où on est organisé, on comprend ce qu'on fait, on se forme, on compare ses notes avec d'autres photographes, Tu as dit démarrer le avec plus ce que vous important. avez. Tu as dit le plus important, formez-vous à la pratique photographique et le matériel suivra. Quand vous exposez votre travail en exposition, moi je vous souhaite tous d'exposer votre travail, que ce soit en amical ou en collectif ou en individuel. Quand vous exposez votre travail à des passionnés de photographie, ils ne vont pas vous demander avec quel boîtier vous l'avez fait. Ce qui compte, c'est l'histoire et l'émotion. Bon, il y a des gens qui disent UPS, c'est naze. Bon, on passe sur les transporteurs. Je suis J'ai un assez écran adhérent. Apple. Comment? Question d'une des personnes. J'ai un écran Apple, il est brillant. Est-ce que ça vaut le coup de le calibrer quand même? Oui. Oui, même s'il n'est pas optimisé pour ça, puisque les normes art graphique, c'est Dalmat. Oui. Puisqu'en gros, c'est très simple, je vais être très cash. Vous prenez une photo, alors si vous prenez les derniers Retina, vous prenez une photo qui est floue et qui est pas trop contraste, vous la mettez sans Retina, elle est nette et elle est contraste. Donc, en fin de compte, moi, ces écrans-là sont trop flatteurs pour moi. Et quand on est un peu exigeant, on ne demande pas un écran qui soit flatteur, on demande qu'il soit, comment dire, fidèle et non pas flatteur. Et les écrans brillants sont dans ce flatteur. De toute façon, c'est très simple. Il y a un exemple qui est pur, vraiment qui est concret. Vous imprimez votre photo sur un papier mat, vous l'imprimez sur un papier brillant, votre photo paraîtra beaucoup plus contraste parce que le brillant fait péter les couleurs. Les écrans, c'est pareil. Mais malgré tout ça, pensez à les calibrer parce que franchement, ça sera toujours mieux. Très bien. Donc, c'est pas idéal, mais on peut tout à fait le calibrer, c'est ce que tu dis. Bien sûr, bien sûr. Autre question de Jean-Pierre. Est-ce qu'on peut calibrer un écran qui ne couvre que le sRVB? Bien sûr, bien sûr. Donc, Mais c'est pas l'idéal non plus, non. Voilà. mais voilà. En tout cas, c'est toujours mieux. Encore une fois, calibrez vos écrans quand cela est possible. Ça sera toujours mieux. Après, l'idéal, c'est les écrans en qualité graphique. Il y a des normes graphiques, c'est au minimum l'Adobe RGB, Dalmat, IPS, important, l'IPS. En gros, l'IPS, c'est c'est un exemple qui est concret parce que ça m'arrive encore souvent. Oui, Anthony, je ne comprends pas. Hier soir, ma photo me paraissait plus claire que ce matin. Oui, incline ton écran. Ou alors, comment tu fais pour avoir une photo un peu plus dense? Ben, tu inclines ton écran, tu verras les plus denses. Et vous faites ça avec vos écrans et vous allez voir Alors qu'en ça, fin de c'est sur compte, les portables. Hein. les portables. Mais souvent, dans mes intervenants, c'est tous avec leur portable. Et Oui. l'inclinaison, donc écran IPS, Dalmat, Adobe RGB. Après, les histoires de sRGB ou l'Adobe RGB, bien sûr, c'est mieux. Mais on peut aussi faire de très belles choses avec le sRGB. Et on en a parlé dans un webinaire tous les deux. Oui, tout à fait. Alors, sachant que le sRGB, c'est quand même une version plus courte de la palette de couleurs qui est exploitable, parce que montre n'importe lequel de tes boîtiers, le capteur de votre boîtier photo, il est capable, même le petit, de Ouais, produire bien mieux que le sRVB. Donc, beaucoup. si votre capteur de votre boîtier, lui, il est capable de couvrir Adobe RVB 98 sur sa totalité de palette de couleurs, et que vous avez un écran qui est beaucoup plus restreint dans sa gamme de couleurs, eh bien en fait, il y a des couleurs que votre capteur a chopées, mais que vous ne pouvez pas retoucher, que vous ne pouvez même pas afficher sur votre écran. C'est ça la limite. Donc le sRVB, si vous avez que ça, calibrez-le, c'est bien. Mais il y a Mieux. aussi une chose intéressante, c'est un compromis. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un ordinateur portable ou un écran bureautique un peu ancien. Mm. Et vous équipez d'un deuxième écran graphique, pas forcément une très grande taille, par exemple le 24 pouces. Qui est dans ma Euh, valise. voilà. Ouais, tiens, remonte ta valise. La malle noire, il y a des gens qui disent, mais il y a quoi dans sa malle noire? Donc, Antonio, quand il va faire de ses formations, il emmène sa malle. C'est connu, hein, tout le monde le connaît maintenant en Europe. L'homme à la malle Antonio, noire. et dedans, en fait, il a acheté cette malle qui est un petit peu grande, spécialement parce qu'il peut caler dedans l'écran 24 pouces. Or, un écran 24 pouces professionnel BenQ, par exemple, ça vaut moins de 600 € TTC. Donc, c'est pas non plus la fin du monde. Pour un écran, il y a des écrans qui valent plusieurs milliers d'euros. Et là, vous avez déjà un écran graphique professionnel. OK, il est 24 pouces. Un 24 pouces, pour vous donner une idée, c'est un A3 Plus à 100% de taille. Donc, vous pouvez quand même déjà préparer des tirages, hein, c'est pas ridicule. Et vous allez mettre toute votre image sur cet écran et vous gardez votre portable ou votre écran bureautique pour mettre vos barres d'outils, traiter vos emails, votre comptabilité, etc., etc. Ça, c'est un bon compromis si vous voulez optimiser votre budget, d'avoir un écran
de qualité, même s'il est un peu petit, et de continuer à tirer parti d'un deuxième écran qui est un peu ancien, qui est un écran de portable ou autre, qui de toute façon ne pourra jamais afficher complètement les couleurs que mériterait votre fichier. Voilà. De toute façon, c'est exactement la config que j'ai. Moi, j'ai un ordinateur portable qui voyage tout le temps avec moi et quand j'arrive à la maison, je branche mon écran dessus et je transfère l'image dessus et je bosse dessus. C'est pour ça que je trimballe un écran SW240, là, 24 pouces dans ma malle pour que je puisse, lors de mes interventions, pouvoir proposer cette config. Voilà. Beaucoup de questions par rapport au calibrage hardware, de quoi il s'agit. Alors, le logiciel que vous a montré Antonio, il fonctionne donc sur les sondes X-Rite en payant 9,90 €, sur les Calibrite de la précédente génération en faisant la mise à jour gratuitement. Je vous renverrai le lien de toute façon demain. Sur les nouvelles sondes Calibrite à partir de lundi avec le nouveau logiciel. Mais ces mêmes 3 générations de sondes sont capables aussi de fonctionner avec le logiciel fourni par le fabricant d'écrans professionnels. Alors, vous l'aurez pas, ce logiciel de calibrage hardware, sur un écran bureautique, sur votre portable, sur aucun écran de base. Mais vous avez, si vous avez un écran ISO de type Color Edge, donc avec le logiciel Color Navigator, ou sur les BenQ gamme SW, pas les autres, un logiciel spécial qui est fourni gratuitement par le fabricant d'écran. Ce logiciel vous permet de régler votre écran aux petits oignons, c'est-à-dire que le logiciel il va attaquer directement l'électronique de votre écran et il connaît les specs puisqu'il est fait par le fabricant de l'écran, ce logiciel. Et pour pouvoir le régler aux petits oignons, par contre, il vous faut une sonde. Donc c'est un logiciel de calibrage hardware et il va être capable de tirer parti de la sonde Calibrite pour faire le calibrage dit calibrage hardware. Et ce calibrage hardware, il a plusieurs avantages. Un, il réduit le nombre de tâches à faire par l'humain, donc il est plus précis, hein, puisqu'il y a un certain nombre de réglages qui se font directement dans l'électronique. Deux, le profil qu'il va calculer va être stocké directement dans votre écran et non pas dans le disque dur de votre ordinateur. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça apporte? C'est très simple. Quand je prête mon écran à quelqu'un, il n'a pas besoin de calibrer puisque le profil est dans l'écran. Et donc, automatiquement, l'écran est transféré au logiciel de gestion d'image, peu importe l'ordinateur que vous branchez dessus. L'écran qu'il a dans sa malle noire, il le sort, il le met sur un bureau là où il fait sa prochaine formation. Vous venez avec votre ordinateur portable, vous le branchez dessus. Votre ordinateur portable est capable d'exploiter le profil qui est à l'intérieur de l'écran. C'est ça. C'est très, très avantageux. Alors, quand on est plusieurs à travailler sur le même écran, ça permet de partager un seul écran qui est précalibré. Et puis, ça permet aussi de stocker, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé exactement cette question. En calibrage hardware, on va pouvoir stocker dans l'écran non pas un profil, mais plusieurs, et sauter d'un profil à l'autre en utilisant un tout petit bouton. Et donc, vous allez pouvoir créer non pas un profil, mais plusieurs profils. Donc, un profil pour le travail que vous faites en photo sur le web, un profil pour ce que vous a expliqué Antonio, préparez vos fichiers pour un tirage d'art sur papier, à Neumul, Canson ou une autre marque. Ce n'est pas les mêmes réglages que pour la publication sur Internet. Et puis, Antonio, en tant que formateur, il crée aussi des tutoriels. Et là, il a besoin d'autres réglages, qui sont des réglages de vidéo. Et c'est encore un troisième profil. Eh bien, sur son écran qui est en calibrage hardware, il peut avoir pré-enregistré ces 3 profils et passer de l'un à l'autre en fonction de la mission dans laquelle il est au cours de la journée. Le matin, il travaille sur une vidéo, preset vidéo. Et puis, entre midi et 2, il faut qu'il fasse quelques posts sur ses réseaux sociaux. Pouf, il se met sur le profil Internet, web. Et puis, l'après-midi, il prépare son tirage pour son expo qui va être affiché à Arles, je dis n'importe quoi. Et là, il prend le troisième réglage qui est le réglage pour l'impression papier. Eh bien, ça, ce n'est vraiment possible qu'avec ce qu'on appelle le calibrage hardware. Et ce calibrage hardware n'est disponible que sur des écrans de qualité. Par contre, pour l'exploiter, il faut une bonne sonde. J'espère que j'ai répondu un peu parce que ce n'est pas si évident que ça. Toujours à propos des sondes, une question.
qu'est-ce qui est mieux, une sonde intégrée comme j'ai dans mon écran ESO haut de gamme, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une sonde externe? Bah, moi, j'ai pris le choix de la sonde externe parce que je sais que je peux la prêter, la récupérer, la trimballer avec moi. Intégrer, c'est bien aussi, mais il faut vraiment que l'écran, parce que la sonde intégrée, c'est souvent en bas à gauche, en bas de l'écran. Donc, il faut vraiment être sur une dalle parfaitement homogène, puisque le problème de certains écrans ancienne génération, parce que des écrans calibrés, ça fait des années que je travaille sur des écrans calibrés, on avait des dalles qui n'étaient pas trop stables il y a quelques années. Là, c'est beaucoup mieux, très clairement. Mais on avait des dalles qui avaient tendance un peu à perdre donc en qualité sur les bords. Et donc, si vous avez une dalle qui est parfaitement homogène, c'est très bien. Avec donc la sonde intégrée, comme sur réseau, etc. Par contre, le fait d'avoir une sonde, pour ma part, c'est comme si au centre de l'image, et que souvent on travaille nos images au centre de l'image, j'ai la garantie que la partie centrale de mon image, enfin, la partie centrale de mon écran est parfaitement cohérente et homogène. Ça dépend de l'homogénéité des écrans, mais ça marche très bien. Et donc la sonde externe, ça permet plus de souplesse, puisque vous allez pouvoir calibrer tous vos écrans. Un écran de portable, il n'aura jamais une sonde intégrée. Même si ça a une limite, hein, comme on l'a expliqué, vous calibrez un écran SRVB, il va juste vous permettre d'avoir les images et les couleurs du SRVB reproduites correctement. Il ne va pas vous inventer des couleurs qu'il n'est pas capable de faire. Ça permet en fin de compte d'optimiser, même si ce n'est pas optimal, d'optimiser la qualité technique de votre écran quand même. Et il y a un autre enjeu, c'est pour beaucoup de photographes qui travaillent avec des clients réguliers, la sonde externe, vous pouvez l'emmener avec vous et caler l'écran de votre client, même si vous le rencontrez une fois tous les 3 ans, ce qui fait que par la suite, les photos que vous lui envoyez, il ne va pas vous dire « Oh, c'est bizarre, les teintes chères, elles sont un petit peu vertes, là, tu ne trouves pas ?» juste parce que son écran à lui, il est complètement à la ramasse. Et donc, c'est une prestation que vous pouvez littéralement vendre à vos partenaires clients, notamment entreprises, ou que vous pouvez offrir en échange de dire, par exemple, bon, bah, je vais vous calibrer votre écran, monsieur le client. En échange, ce serait pas mal que 3 missions par an, ce soit le travail régulier qu'on puisse faire ensemble. C'est vous qui voyez. Et Donc, la sonde externe peut être intéressante, oui. Et ça donne vraiment un côté très professionnel aussi, puisque c'est un paramètre qui est très important. Ouais, ça vous positionne, hein, c'est sûr. Alors, question, tous les combien de temps, à quel moment et tous les combien de temps dois-je calibrer mon écran? Moi, je calibre une fois par mois. J'ai une alerte, vous pouvez activer l'alerte donc de caractérisation, c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire que j'ai une petite icône en haut là, automatique en haut qui est verte, et quand ça passe rouge, c'est qu'en fin de compte, le timing, vous pouvez programmer votre application pour que tous les 30 jours, par exemple, elle vous alerte, pensez à calibrer votre écran. Donc, mais maintenant, sur les dalles actuelles qui sont très très stables, c'est largement suffisant. Par contre, en professionnel, quand j'étais responsable qualité image pour des groupes donc dédiés à l'image professionnelle, on calibrait tous les lundis matins. Et après, attention, c'est pareil, allumez votre écran, attendez qu'il chauffe un peu comme quand vous démarrez votre voiture, qu'il monte en température, qu'il se mette à l'ambiance de votre pièce, et c'est seulement 20 là. minutes, par exemple, c'est pas mal, et seulement après, vous le calibrez. Une fois par mois, c'est pas mal. Si un mois vous ratez parce que vous n'étiez pas là ou autre, bon, c'est pas la fin du monde, vous le calibrez dès que vous pouvez. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le calibrer qu'une fois par an. Ou on a quand même beaucoup de personnes, tu es d'accord, qui nous disent « Oui, mais ça ne sert à rien que je le calibre, il a été calibré en usine. » Au départ. Alors, au départ de où? Du Japon. Et en fait, ce calibrage usine permet de vérifier que l'écran a une dalle bien homogène et qu'il est capable de produire les couleurs qui vont de temps à temps. Et du coup, vous avez un petit certificat qui vous dit, voilà, il est capable de faire ça. Et ensuite, il est mis où l'écran? Dans un bateau qui, au bout d'un certain nombre de semaines, typiquement 5 semaines, va arriver dans un entrepôt avec des changements de température, d'humidité. Vous imaginez, hein, sur un bateau, l'humidité, c'est pas la même que dans votre bureau. Et donc, de toute façon, tous les fabricants d'écrans, hein, indépendamment de la marque, et on n'a aucune marque ici à défendre en particulier, recommandent de calibrer proprement l'écran dans votre environnement de travail
quand vous l'installez, au moins la première fois, et puis ensuite de refaire un calibrage ou une vérification tous les mois. Pourquoi? Parce que vos écrans, ils sont très sensibles au changement de température, au changement d'humidité. Vu ce qu'on va se payer là dans les jours qui viennent, entre trop chaud, des orages, des choses comme ça, de toute façon, vous voyez de quoi on parle. Votre écran, il est sensible à ça, et ils sont aussi très sensibles, les écrans, lorsqu'ils sont déplacés. Et surtout aussi, une petite astuce importante, souvent on l'oublie, mais déclenchez votre économiseur d'écran, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous mettez que, par exemple, sur mon ordinateur, j'ai installé des photos à moi, et au bout de 5 minutes, dès qu'il n'y a aucune activité, il lance l'économiseur d'écran, donc des photos qui défilent, ça permet en fin de compte de préserver aussi votre dalle dans la durée. Alors, Pete Mitchell nous dit une fois par mois, ouais, c'est quand on est pro, mais pour un amateur, une fois tous les 6 mois, c'est bien suffisant. La réponse est non. C'est le contraire. C'est une fois par mois quand vous êtes amateur, sachant qu'en agence de publicité, c'est tous les 3 jours ou toutes les semaines qu'ils calibrent leurs écrans. Voire toutes les semaines, c'est classique en agence de com, tu y étais, et c'est la norme. Dans certains cas, on va recalibrer l'écran à chaque fois qu'on démarre un nouveau projet image. Donc ça peut être plusieurs fois la même semaine. C'est pour les amateurs qu'on vous recommande de calibrer une fois par mois. Après, rien ne vous empêche de partager une sonde entre plusieurs personnes d'un club, par exemple, ça, si vous le souhaitez. Par contre, une fois tous les 6 mois, pour moi, non, c'est de la connerie. Parce que vous ne pouvez pas vous fier à la qualité de l'image qui est affichée sur votre écran. C'est trop long. Désolé, Pete. Bien tenté. Quand je commence, moi, quand je commence un gros projet, par exemple là, ça va très loin parce que justement, je bosse sur mes photos pour mon prochain bouquin. Et des fois, c'est sur 4 ou 5 mois que je bosse mes images. Et là, je recherche, en fin de compte, alors une petite exclue, le prochain bouquin sera en noir et blanc. Comme ça, les choses sont une petite exclue entre nous. Et malgré que ce soit en noir et blanc, il faut que j'ai une vraie. Par contre, calibrer son écran, ce n'est pas que de la couleur, attention. C'est Tout à aussi, fait. faire en sorte d'avoir de la finesse. Un exemple qui est très courant. Antonio, bonjour, je t'appelle, j'ai des cassures. Tu nous ouvres un des fichiers noir et blanc? Tu peux Non. Le partager? Tu veux pas? Non, non. Même s'il n'est pas dans ton livre, un fichier noir et blanc. Noir et blanc, je sais pas si j'en ai là. Non, je pense pas que j'en ai. Non, Non, c'est mais pas grave. ce qui est important, c'est que c'est pas que la couleur, Oui. c'est la finesse des dégradés. Beaucoup de. Ça m'est arrivé il y a peu de temps. Oui, Antonio, je comprends pas. J'ai acheté tel écran, tu m'as conseillé tel écran, j'adore. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Depuis quelques jours, mes dégradés dans mes noirs et blancs, très subtils, commencent à casser. Je vais avoir des cassures. Eh ben, écoute, calibre ton écran. Et en calibrant son écran, il n'a plus de cassure. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas uniquement de la fidélité, mais c'est aussi de la qualité d'affichage. Vous allez voir que plus votre écran a une résolution élevée, plus votre qualité d'affichage sera élevée. C'est comme au cinéma, la 4K ou la 8K. On a le même système. Oui, alors c'est ce qu'on appelle la gradation des tons. Et c'est vrai que quand on parle de calibrage d'un écran, beaucoup de personnes pensent que c'est juste la couleur. Or, c'est exactement ce que tu dis. C'est la couleur, mais aussi le fait d'avoir des dégradés qui vont bien être progressifs. Un écran non calibré, très souvent, on peut s'en rendre compte parce qu'il y a des cassures dans les tons, notamment dans les dégradés, surtout ceux qui sont fins. Et ça va se voir et ça va être très désagréable sur les teintes chères, s'il y a du maquillage, mais aussi sur les noirs et blancs. Donc, c'est pas que pour la couleur. Et calibrer votre écran vous permettra d'avoir, bien sûr, des couleurs justes, ça paraît un petit peu évident, mais aussi une gradation des tons progressive lorsque vous faites du traitement noir et blanc. Or, en photo noir et blanc, je pense que tout le monde en est conscient, on est du coup focalisé sur la gradation des tons, puisqu'il n'y a plus de couleur. Donc, on regarde vraiment les dégradés en noir et blanc. Ça va devenir comme un nez au milieu de la figure s'il y a des cassures. Alors même qu'en couleur, peut-être que ça passerait. Et donc, Mais je peux te c'est super proposer une important. photo. Je peux te proposer une photo, mais une photo couleur. Super, vas-y. Est-ce que tout le monde la voit, celle-là? Parfait. Et ben, cette photo-là, qui est une photo donc, que j'ai travaillée en collaboration avec Corinne, on est vraiment dans des tons qui demandent beaucoup de subtilité, puisqu'on est dans une transition chromatique. En plus, on est en une transition chromatique entre les tons chauds et les tons froids.
c'est encore plus compliqué. On est sur deux oppositions de gamme qui se complètent. Si on n'a pas la finesse d'affichage, je ne dis pas de fidélité des couleurs, mais la finesse d'affichage au niveau dégradé, on se retrouve avec une image où en fin de compte, on va s'énerver sur le fait, oui, je ne comprends pas, mais dégradé casse, c'est pas normal. Quand je regarde couche par couche, ça n'existe pas. Par contre, quand j'affiche la totalité, ça casse. Dites-vous bien, quand ça vous arrive, c'est que votre écran, il a besoin d'être calibré, tout simplement. Très bien. Question, est-ce qu'il faut toucher la luminosité de l'écran avant de lancer le calibrage? Avant de faire un calibrage, l'écran n'est pas bien réglé ou quelqu'un d'autre a fait des réglages dessus. Quel est ton conseil? Moi, souvent, je réinitialise les réglages par défaut de l'écran D'accord, donc tu remets sur les réglages par défaut du fabricant. du fabricant. Ça permet de réinitialiser tous les paramètres, Voilà. Et attendre que ça chauffe, ensuite, minimum 20 minutes, attendre des conditions peut-être moyennes au niveau de la pièce, et après vous lancez. très bien, merci. Question de Fred de la Fuente, comment remettre un profil enregistré en action? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous croyez que vous avez un profil, par exemple, sur votre ordinateur portable, et puis vous avez prêté votre ordinateur portable à un de vos enfants qui, lui, adore faire des jeux vidéo. Il a mis les contrastes à fond, il vous a complètement changé la luminance, et vous pensez qu'en remettant la luminance à peu près là où vous l'aviez mise, votre profil, vous pouvez le remettre en action. La réponse est non, recalibrez votre écran. Tout Ouais. changement sur votre portable, vous changez de pièce, vous ajustez la luminance, votre profil est perdu. Vous pouvez redémarrer. Après, un calibrage, ça prend 3-4 minutes, hein, c'est pas la fin du Ouais, monde. justement, très important, je me suis fait avoir avec mon dernier ordinateur qui était en mode luminosité automatique, de mesure automatique. C'est classique. Et ben, en fin de compte, il mesure la luminosité de l'écran et de la pièce et il s'ajuste. Ça, il faut le déconnecter. Ça, il faut, ou alors les trucs comme sur, on va parler de la marque Apple, hein, vous savez, où Oui. la luminosité s'adapte si vous êtes la nuit ou la journée. Non, ça, il faut tout déconnecter. Ça. Donc je répète, hein, le calibrage hardware permet de stocker le profil pour le coup à l'intérieur de l'écran. Alors là, pour le coup, c'est bien parce que quand vous rappelez ce profil, bah, il garde tous les éléments, et quel que soit en fait l'ordinateur connecté dessus. Donc ça, c'était une réponse à Sylvie Trinquet. Concernant les cassures, peut-on les lire sur un histogramme? Bah, non, parce qu'en fait, Non. l'histogramme, il vient interroger le cœur de votre fichier, alors Ouais. que à l'écran, si votre écran il n'est pas calibré, Non. c'est en fait votre écran qui lui va vous faire des cassures, alors que dans l'histogramme, le fichier, les 0 et les 1, eux, ils sont progressifs. Mm. Le C'est meilleur tout moyen le de problème. contrôler, c'est ça, c'est que l'histogramme, il est lié sur les valeurs chromatiques de votre image. En fin de compte, le problème n'est pas lié à votre fichier, mais lié à la mécanique, au matériel de votre écran. Donc, ça n'a rien à voir. Par contre, un conseil, une petite astuce, si jamais vous avez des doutes, vous mettez en contrôle pixel taille 100%, donc taille pixel, et vous mettez en couches séparées. Vous séparez les couches et vous verrez que là, si réellement vous l'avez sur les couches, c'est que vous avez vraiment un problème de fichier et non pas un problème d'affichage. Il ne faut pas confondre les cassures d'affichage et les cassures de fichiers. Pareil, une autre astuce, si vous êtes très créatif et que vous travaillez sur Photoshop avec un travail vraiment très créatif, très, on va dire, avec beaucoup de travail, beaucoup de calques, beaucoup d'interventions, des fois, quand vous commencez à avoir des cassures, ces cassures n'existent pas. C'est juste que votre écran n'est pas assez fin pour afficher la finesse de votre fichier. Quand c'est comme ça, vous faites une version aplatie. Vous faites une version aplatie supérieure. Et donc, en fin de compte, comme vous écrasez tout, attention, version aplatie supérieure, vous n'écrasez pas votre travail. Vous retrouvez qu'un seul fichier. Et donc, vous soulagez votre écran et là, vous pourrez voir s'il y a encore les cassures ou pas. Très bien. Pour les écrans Apple, il faut bien sûr désactiver la fonction Night Shift qu'il faut déconnecter. Vous avez sous Windows des ajustements par rapport à la luminosité ambiante. Toutes ces choses-là, il faut les désactiver avant de lancer le calibrage. Évidemment, nous, ça nous paraît évident, mais c'est vrai que c'était bien de le rappeler. Merci pour vos questions là-dessus. Pas mal de questions sur est-ce qu'on peut calibrer un rétroprojecteur? Oui, le nouveau logiciel que vous a montré Antonio permet depuis plus d'un mois maintenant de faire aussi du calibrage de vidéoprojecteurs. J'ai essayé sur 3 ou 4 machines, c'est super, ça marche très bien. C'est intéressant surtout pour des vidéoprojecteurs que vous allez utiliser dans une salle où vous pouvez baisser la luminosité de la pièce. Ne me dites pas qu'on peut bien calibrer
un vidéoprojecteur dans une cour pour afficher un film dans l'après-midi en plein soleil. Ça vous donnera rien. Vous pourrez calibrer votre vidéoprojecteur si vous pouvez faire la pénombre dans la pièce dans laquelle vous l'utilisez. Tu es d'accord, en formation, c'est ce que tu fais, tu fermes les volets ou les rideaux. Une fois que vous pouvez un peu baisser la lumière de la pièce, vous mettez votre vidéoprojecteur et vous allez pouvoir le calibrer. D'ailleurs, les sondes, bon, j'ai pas le dernier modèle non plus, hein, moi c'est pas UPS, mais je l'ai pas encore reçu. Vous avez en fait un petit support qui permet de poser la sonde, et la sonde, vous allez la mettre à une fois la distance de la hauteur de l'image projetée. C'est-à-dire, si vous projetez une image qui fait 1,50 m sur 2 mètres de large, par exemple, eh bien vous positionnez la sonde, branchée bien sûr par le câble à votre ordinateur, à 1,50 m du mur. Vous visez à peu près le milieu. On peut même la fixer sur un trépied. Et oui, parce que Ouais. on a mis un petit pas de vis. Voilà, donc la majorité des pieds photo permet, donc ça permet comme ça de la diriger correctement. Donc la même sonde, sans logiciel différent, avec la même sonde avec le même logiciel, vous permettra de calibrer des écrans pour la retouche photo et aussi des vidéoprojecteurs. Ça, c'est un des autres avantages d'avoir une sonde qui n'est pas intégrée dans votre écran, puisque de temps en temps, ça peut être intéressant de pouvoir calibrer un vidéoprojecteur et du coup d'afficher les images avec précision et sans les cassures, parce que là, pour le coup, les vidéoprojecteurs, ils sont capables de faire des putains de cassures s'ils ne sont pas correctement réglés. Et l'autre chose, vous avez déjà essayé d'étalonner ou de régler un vidéoprojecteur à partir des menus qui sont sur le truc, genre déjà, vous savez, le côté pyramide, etc., c'est très chiant. Bah, pour les couleurs, c'est juste mortel. En fait, les menus ne sont pas prévus pour qu'on puisse régler les couleurs. Donc, avec la sonde, vous allez pouvoir le faire de manière fine en passant par le logiciel, mais sans passer surtout pas par les menus du fabricant du vidéoprojecteur. Tu veux D'ailleurs, au rajouter quelque passage, chose? je suis tellement exigeant aussi dans la qualité enfin, les moyens techniques pour que mes prestations et ma transmission de pédagogie, de savoir-faire soient au top, que dans ma valise-noire, maintenant, il y a aussi un projecteur. Très bien. Pour être vraiment là où je vais, que Carré. je sois sûr que mon projecteur soit capable d'afficher correctement mon travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut être, voilà, il faut être un peu pointu, quoi. Alors, deux questions. Je suis conscient, il est 19h23, donc encore quelques minutes. La luminosité en candela ne devrait-elle pas varier en fonction de la luminosité de la pièce? C'est vrai. La recommandation au niveau de la norme ISO pour la retouche en photographie, c'est de travailler à 80 candela par mètre carré. Mais ce n'est possible que dans une pièce en fait, dans laquelle il y a la pénombre, c'est-à-dire une faible luminosité. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. C'est en gros, vous pouvez tout juste voir votre clavier et votre souris. Et là, effectivement, 80 candela par mètre carré, c'est un réglage tout à fait pertinent. Le problème, c'est que dans ton bureau, là où tu es, bah, il y a peut-être une lumière ambiante, tu as peut-être d'autres personnes qui travaillent avec toi, Antonio, et donc Antonio, il vous a recommandé 100 candela par mètre carré parce que c'est un environnement de bureau faiblement éclairé. Et si vous êtes dans un environnement de bureau plutôt hautement éclairé, eh bien, vous allez peut-être utiliser 120 candela. Si Open vous allez space, au-dessus, c'est bon. ouais, si vous allez au-dessus, vous risquez de perdre dans la capacité d'afficher toutes les couleurs, et notamment des noirs profonds. Donc, ça peut être con. Donc, si vous pouvez travailler dans une pièce dont vous pouvez contrôler complètement la lumière, c'est-à-dire à tout moment de la journée, parce que vous avez des rideaux, que vous avez fermé les volets, que surtout vous n'avez pas de puits de lumière qui vient tomber directement sur votre écran, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, eh bien, vous contrôlez votre environnement, alors vous pouvez viser 80 candela par mètre carré. Ça, c'est très bien, c'est l'idéal, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, on ajuste par rapport à l'environnement dans lequel on est. J'espère que c'est clair, mais c'est Jean-Claude Bion qui m'invitait à faire cette précision et je suis d'accord avec lui. Attention, Dominique Pierlet, donc on ne va pas rentrer dans ce détail, mais le gamut n'est pas le gamma. Le gamut, c'est la palette de couleurs
que votre écran est capable de produire ou qu'un espace colorimétrique est capable de prendre en charge. Le gamma, vous y touchez pas. En photo, c'est 2.2. Un point, c'est tout. On va même pas rentrer dans le débat parce que c'est trop technique. Et il y a d'autres gammas, mais à ce moment-là, pour la vidéo, pour la photo, c'est 2.2. Que vous ayez un Mac ou un PC, ça c'est le gamma et ce n'est pas le gamut. Voilà, petite précision. Connectique, je ne vais pas rentrer dans la connectique. Le calibrage de l'imprimante, c'est pas pour ce webinaire. Il y en aura d'autres sur ce sujet quand il y aura eu une grosse mise à jour du logiciel qui est en cours de développement sur la partie étalonnage d'imprimante. Pour autant, Antonio régulièrement couvre ce sujet dans ses formations ou son travail avec Canson, puisqu'il est aussi ambassadeur Canson, si je ne dis pas de bêtises. Pour la calibration d'un vidéoprojecteur, la sonde va créer un profil pour rectifier les couleurs. Et je pense qu'on doit recalibrer son écran. Mais non, vous avez un profil en fait pour votre vidéoprojecteur qui est stocké dans votre système d'exploitation pour piloter ce vidéoprojecteur. Et vous avez un profil différent géré aussi par votre système d'exploitation pour gérer les couleurs affichées sur votre écran. C'est deux profils séparés et que vous ayez macOS ou Windows, il est capable d'associer un profil pour un système d'affichage, pour un autre, pour un troisième, voire plus. Tous les systèmes d'exploitation en sont capables, sauf un, Windows Family Edition, qui vous fait un espèce de merdier si vous avez une vieille version et qui mélange les profils. Mais si vous n'avez pas Windows Family Edition, ce que je vous recommande jamais d'utiliser si vous aimez la photo, il n'y a pas de souci. Votre système d'exploitation, il est capable d'associer pour chaque périphérique d'affichage un profil précis. Sous macOS, vous pouvez même les voir dans le logiciel qui est fourni par macOS et qui s'appelle ColorSync. Ça s'écrit ColorSync, ColorSync. Et vous pouvez carrément même afficher les profils, les comparer, les superposer, faire tout ça. Ça, c'est des choses qu'on montre en formation, que ce soit Antonio ou moi-même. On a même abordé ça dans un webinaire ancien. Oui, bien sûr, tout à fait. Puis ce sera peut-être l'occasion à nouveau. Alors une dernière question et après je te laisserai le mot pour la fin. Est-ce que tu seras présent à Arles pour les rencontres en juillet? Non. Par contre, tu vas peut-être à d'autres festivals. Pour l'instant, je peux rien dire. Gex, allez, oui, Gex. Allez. Alors c'est Il quand? m'en voudra pas. Il m'en voudra pas. Mois de mars, Gex. Confrontation de Gex avec un projet. Alors, c'est un projet qui est entre guillemets top secret, puisque je pense que ça va pas mal déstabiliser beaucoup de personnes qui me suivent, car c'est un projet photographique, mais qui touche énormément l'intime. En gros, c'est très simple. Ceux qui ont connu la série Toujours là, hommage donc à la disparition de mon ami, qui a été exposé à 2 fois à Arles et qui a été affiché au salon de la photo. C'est le volume 2, l'histoire qui continue. Donc, on travaille dessus avec. Ça va être, pour moi, actuellement, c'est mon très gros projet. Et ça va être beaucoup d'émotions. Donc, c'est en mars à Gex. Les dates, de toute façon, je communiquerai dessus. Il y a un énorme engagement de la part du directeur du festival. Ils vont mettre énormément de moyens pour proposer une scénographie incroyable pour mettre en valeur cette série. C'est une série qui va énormément déstabiliser beaucoup de personnes. Puis, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous propose actuellement. Mais c'est de la photo. Merci. Si vous allez en Arles, profitez-en. Il y a plein d'auteurs intéressants à rencontrer. Toi, il y a peut-être d'autres personnes que tu connais qui exposent. Mais Arles, de toute façon, c'est une pépinière d'artistes. Il ne faut pas hésiter à y aller. Je vous l'ai dit, pour développer votre créativité. Moi, j'ai la chance, enfin, entre guillemets, d'avoir pu créer un univers qui est reconnu. Mais cet univers-là, c'est des années d'inspiration culturelle, littérature, cinématographique. Même si j'ai l'impression que je me débrouille pas mal dans mon activité d'auteur photographe, je m'inspire beaucoup des autres. Il faut s'enrichir des autres.
Et en allant à Arles ou dans les grands festivals, en fin de compte, on s'imprègne, inconsciemment, on s'imprègne de d'autres qualités photographiques, d'autres démarches, Mm. d'autres réflexions. Et ça se retrouvera. Parce qu'il y a la technique, OK, il y a la technique. Il y a le matériel, OK, il y a le matériel. Mais tout ça, toute cette technique et tout ce matériel n'a que pour but de servir votre envie de raconter une histoire, votre sensibilité. Et tout ça, ça se cultive. Donc là, le matériel, c'est un choix qu'il faut se faire en fonction de ses besoins techniques. La technique, c'est important, mais tout ça n'a pour but, il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'apprentissage de la technique. Il y a une phrase qui m'a été dite il n'y a pas très longtemps, que je trouve plutôt géniale, qui d'ailleurs est la phrase qui, depuis quelques temps, me fait travailler sur un énorme projet, un projet formateur cette fois-ci. Bonjour Antonio, tous ces derniers mois, je me suis axé à l'apprentissage des logiciels. Je maîtrise les logiciels. J'ai un savoir-faire, j'ai une maîtrise technologique, mais maintenant, j'en fais quoi de tout ça? Et c'est pour ça que c'est important. Vous maîtrisez les logiciels, mais si au parallèle, vous n'avez pas développé une vision créative de votre travail, si toute cette envie, encore une fois, de montrer votre sensibilité, en gros, de mettre vos tripes dans vos photos, et bien tout ça, c'est le plus. Apprendre un logiciel, c'est très simple. Par contre, l'appliquer au service de votre sensibilité, votre envie de vouloir raconter une histoire, ça demande du temps. Et c'est ça qui est riche en fait dans cette activité. C'est de prendre le temps de développer, encore une fois, cette sensibilité, cette envie de raconter une histoire. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est le plus important en réalité. Super, ben voilà, c'était le mot pour la fin. Je te remercie. Je vais réapparaître quelques instants. Merci à Merci à vous tous. tous. Voilà, merci à tous pour votre présence et votre attention, pour vos questions très nombreuses. À un certain moment, on était presque 400 dans ce webinaire, pour vous donner une petite idée. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Et on a un prochain webinaire qui sera le 7 juillet, mais cette fois-ci, il sera organisé avec BenQ, non pas avec Calibrite. Et on va vous informer de ça très bientôt. Antonio, lui, ne sera pas en Arles, mais vous pouvez le suivre. Et demain, je vais vous envoyer le lien pour le replay, le lien vers le site d'Antonio et ses formations, le lien pour télécharger le nouveau logiciel et un certain nombre d'informations complémentaires pour compléter tout ce qu'on vient de dire. À bientôt pour un prochain webinaire et portez-vous bien. Et amusez-vous bien et surtout faites de la belle photo.